Alors, présentement en voie de compléter une maîtrise en communication en jeux vidéo et utilisation à l'Université du Québec à Montréal. Frédéric Provost s'intéresse au rôle de l'industrie culturelle des jeux vidéo dans la promotion d'une idéologie dominante techno-capitaliste et la place occupée par les créateurs indépendants au sein de cette industrie. Plus largement, ses intérêts vont de la théorie critique au rôle de technologie dans le façonnement de nouvelles formes de subjectivité, ainsi qu'au capitalisme de plateforme. Bonjour tout le monde. Très content de terminer comme ça. Très content aussi de ne pas avoir à parler encore de la marchandise idéale puis de Klein, Whitford et Al, parce que, comme ceux qui savent, j'en parle à peu près à chaque fois. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la marchandise vidéoludique AAA indépendante, les effets pervers de la plateformisation. Comme vous pouvez voir ici, on a le festival Steam du capitalisme et de l'économie qui nous présente des jeux où on peut accumuler du capital, jouer l'économie, des jeux parfois indépendants, des jeux parfois AAA. Dans le fond, je vais essayer d'explorer ça. Sur le prisme du concept de marchandise, vous allez voir, je fais beaucoup référence aux jeux vidéo comme une marchandise. Parce que en fait, j'ai un peu de la difficulté à m'enlever de la tête que bon, le jeu vidéo est apparu tout d'abord comme une marchandise avant d'apparaître comme le jeu, c'est une marchandise. Donc, en fait, pour le comprendre sous le prisme de la marchandise, pour comprendre en fait ces mutations récentes, les effets de la plateformisation, j'ai ensuite démontré que le concept de marchandise, en fait, c'est pas juste la marchandise, c'est pas juste un objet qui s'échange. Des fois, on parle d'une marchandise comme si, bon, un auto qui s'échange, c'est tout, puis on passe à autre chose. En fait, c'est aussi un concept social qui permet d'analyser justement les contradictions qui entourent la production, la distribution, puis la consommation / l'expérience du jeu vidéo. Donc, je vais parler un petit peu vite justement du processus de plateformisation actuel. Une petite mise en contexte justement qui est comme les mutations récentes, disons, du capitalisme. Bon, en fait, on voit justement l'importance des plateformes. On le voit notamment bon, par la dépendance aux plateformes chez les créateurs. Nous, en tant que consommateurs, on dépend aussi de ces plateformes-là pour accéder aux jeux. Le processus de monopolisation aussi en cours, là, récemment, vous avez probablement entendu parler des rachats de studios. Microsoft, je pense qu'il y a 2 semaines, rachetait un studio qui avait pourtant rencontré un certain succès. Il l'avait racheté, puis bon, le fermé. On voit vraiment qu'il y a une espèce de monopolisation pour en fait, se créer en fait, des catalogues de jeux en ligne pour des consoles en fait, ce qu'on présente. Mais là, on le voit ici, là, le cloud gaming, justement, l'idée que on ne sera plus possesseur des jeux, on va jouer en streamant les jeux, consommer, générer de la donnée aussi. Puis en fait, pour situer un peu disons le processus de plateformisation en tant que tel, je m'appuie beaucoup sur j'écris Powell et Al, mais ils ont créé en fait une définition en fait plus en 2018 où ils définissent le processus de plateformisation comme la pénétration d'extensions économiques, gouvernementales et infrastructurelles de plateformes digitales dans les écosystèmes du web et des applications, modifiant fondamentalement les opérations des industries culturelles, comme le jeu vidéo. Ces plateformes facilitent justement en fait, les interactions socio-économiques, culturelles et politiques entre les usagers, entre nous et les plateformes. Mais aussi, en fait, il y a une espèce toujours un peu caché. On ne sait jamais vraiment comment ça marche. Que vous soyez en fait quelqu'un qui crée un jeu vidéo indépendant, diffusé sur Steam, vous ne savez pas trop comment en fait, votre jeu va se faire découvrir. Il faut vraiment maîtriser la plateforme comme créateur, en fait. Puis c'est aussi pas. Je fais référence beaucoup à l'idée qu'on, comme consommateur, ça nous affecte aussi, mais c'est aussi comment on produit le jeu. De plus en plus, les créateurs de jeux vidéo reposent sur des plateformes. On en a vu, on en parlait beaucoup hier dans les créateurs indépendants aussi, qui utilisent Twine, Unity. Ça fonctionne essentiellement comme des plateformes aussi. Vous avez vous pouvez acheter, vendre des assets sur ces plateformes. Twine, je ne sais pas, je connais pas assez ce nom, hein, c'est ça que je disais. Mais par exemple, Unity, qui est souvent reconnu justement pour les créateurs indépendants, sa facilité d'accès,
ben justement, en fait, il y a aussi cette idée-là de marchandisation des productions culturelles, pardon. Donc, c'est ça, c'est une question aussi de production aussi. Les outils de travail aussi en ligne, là, avec le télétravail, souvent, on dépend de Slack et d'autres outils de performance, je peux dire, là, de production. Bon, donc la marchandise, en fait, je sais que je vais avoir l'air comme parler beaucoup d'économie. Ça peut apparaître un peu rebutant, mais c'est vraiment parce que je veux essayer de bien l'expliquer. Je vais vraiment lire un texte. Pardonnez-moi. Puis en fait, l'importance aussi, puis ça va avoir l'air niaiseux, là, mais je vais parler de Marx parce qu'on parle du capitalisme. Puis, non, mais c'est curieux parce qu'on souvent, on ne parle pas vraiment de la marchandise, mais je veux dire, son livre, Le Capital, ben, il s'ouvre avec la marchandise. Donc, juste pour ça, je trouve que ça vaut la peine de s'y intéresser sous cette forme de marchandise. Puis donc, ça va comme suit. La marchandise possède en fait une double nature. Hein. Ça représente une forme spécifique des biens dans certaines sociétés qui allie c'est ça, une valeur d'usage et une valeur d'échange. La valeur d'usage, c'est intrinsèque à tout objet qui satisfait un besoin humain. Hein, une chaise, on en a besoin pour s'asseoir. On produit une chaise pour s'asseoir. C'est pour un besoin. Alors que la valeur d'échange, elle, ça émerge lorsqu'il y a un objet. La chaise est échangée, par exemple, contre d'autres objets, contre de l'argent, par exemple. Là, ça, c'est sa valeur d'échange. Cette valeur d'échange-là, c'est ça, est quantifiée puis est uniquement quantitative. La valeur d'échange des marchandises est déterminée par la quantité de travail nécessaire à leur production, ce qui représente justement en fait, l'idée de travail abstrait. Qui est commun en fait à ces objets-là, parce qu'en fait, justement, produire une chaise puis produire une tasse à café, on est capable de les mesurer justement parce qu'ils ont une valeur abstraite dans ces objets-là. Cette mesure temporelle-là, le temps de travail socialement nécessaire, c'est quote Marx, conditionne la valeur des marchandises qui est affectée par les changements de la productivité du travail. Si on produit une chaise plus rapidement, sa valeur change. Puis le travail lui-même, là-dedans, il revêt lui aussi une double nature. D'un côté, il est concret. Je tape pour construire une chaise, donc il y a une valeur concrète à ce que je fais. Mais il y a aussi Pardon? Ah non, ça, c'était pas supposé faire ça, je pensais que... Spoiler! Puis, je retrouve mon... C'est ça, en fait, oui. Double nature, on crée, mais le travail abstrait, c'est justement le côté, justement, des quantités, la différence quantitative mesurée en termes de temps de travail dépensé, hein, de construire une chaise, puis faire une tasse de café, faire un jeu vidéo indépendant ou un jeu qui prend 8 ans à faire, comme Cyberpunk, par exemple. D'un autre côté, justement, en tant que travail abstrait, il représente juste des différences quantitatives qui mesurent en termes de temps dépensé. Puis, en fait, la valeur, là-dedans, la question de la valeur, en tant que substance commune des marchandises, c'est pour ça qu'on est capable de s'échanger des marchandises qui ont tous la même valeur, nécessairement. Pas nécessairement, mais qui les rendent commensurables entre elles. Cette substance-là peut se manifester quand des relations des marchandises. C'est-à-dire que moi qui fais une chaise et puis... je vais arrêter avec les exemples de chaises. Là, ça fait juste me mélanger plus que ça. Je ne vais pas parler de chaises non plus. Mais c'est que les marchandises, en fait, deviennent justement l'espèce de rapport commun entre les choses, entre ce que les gens produisent. C'est là où, justement, il y a disons, l'idée de fétichisme de la marchandise. Justement, c'est là où, en fait, les relations sociales ils prennent l'apparence d'objets qui masquent les rapports sociaux sous-jacents. Cette perception altérée des produits du travail en tant qu'entité dotée de qualités inhérentes camoufle la nature sociale du travail et des échanges, ce qui constituerait en fait le cœur de la critique du capitalisme. J'ai mis une petite citation, ce qui résume peut-être un peu mieux que ce que j'ai dit. Sur l'étude de la marchandise. La marchandise, en fait, apparaît comme ayant naturellement une valeur. Hein. On dit qu'elle a une valeur quelconque, alors que cette valeur-là, en fait, c'est l'expression d'un rapport social médiatisé par l'activité humaine, qui est le travail abstrait. Et puis là, moi, je travaille avec cette idée-là de la marchandise. Là, aujourd'hui, la marchandise, elle a pris une nouvelle forme un petit peu.
cette idée-là de marchandise contingente que j'aime bien. La marchandise contingente, c'est quoi? C'est sur deux aspects. En fait, la dépendance aux plateformes. Les autres, c'est parce qu'en fait, ils l'appellent contingent on, genre contingent sur les plateformes. Et puis, le caractère modulaire de la marchandise, qui est toujours en train de se transformer, de se modifier. Puis ça n'a pas juste des effets, évidemment, sur les producteurs qui produisent constamment cette marchandise-là, qui travaillent du 40 heures semaine sur Fortnite, par exemple. Elles devront faire des updates, elles vont faire des updates. C'est aussi le joueur aussi qui, sur ces jeux-là, qui doit répéter constamment, aussi toujours en mode, genre, comme joueur, tu dois toujours te mettre à jour sur les nouveaux, disons, les nouvelles saisons de Diablo, par exemple. Il faut toujours s'adapter au nouveau contenu, à la nouvelle méta, des fois aussi quand il y a des mises à jour là, pour les joueurs de League of Legends, j'imagine. Des nouvelles méthodes, tu t'adaptes à ça. C'est justement, en fait, dans cet interstice-là de la marchandise contingente que se manifeste le devenir contingent. Bon, ça, j'ai pas mal déjà dit. Donc, en fait, la plateformisation, en fait, ce qu'elle permet de faire, je dis permet, mais c'est le processus actuel du capitalisme, c'est créer une marchandise, en fait, culturelle qui est directement arrivée au marché, qui a perdu, en fait, au final, toute valeur d'usage et qui ne se dépense sur le marché que comme valeur d'échange. Puis en fait, je vais en parler justement avec le concept d'industrie culturelle un peu. Là. Je vais essayer de faire ça vite. Donc, en fait, si je peux résumer avec le jeu vidéo, c'est que la marchandise vidéoludique, elle cristallise des tendances sociales propres au capitalisme, alors que les plateformes surdéterminent les conditions de production. On est obligé d'accéder à ces plateformes-là pour produire. La plateformisation des outils de production et de distribution a démocratisé la production culturelle. On le sait tous, là, on pourrait aujourd'hui se mettre en gang sur mon ordi ou l'ordi de Buchan et créer un jeu. Mais en même temps, dans le même moment, dans le même mouvement, en fait, on pourrait dire, cette industrie-là, ça a rendu possible la production indépendante. En fait, ça a rendu la production indépendante plus instable. Justement, comme je l'en parlais, qu'on doit être obligé de maîtriser les outils, par exemple, d'étiquetage sur les plateformes pour se faire repérer et essayer d'avoir un certain succès. Bon, il y en a il y a eu une époque où on a parlé d'une indie-apocalypse, il y avait trop de jeux indie, puis là, les créateurs indépendants, en fait, ne peuvent pas vivre ou à peine de ce qu'ils créent. Puis en fait, justement, cette idée-là, en fait, la liberté créatrice et l'autonomie promise par les nouveaux outils technologiques ont été remplacées par une forme de domination algorithmique qui échappe au contrôle humain. Ensuite, l'industrie culturelle comme mode de reproduction du fétichisme. On en a parlé un petit peu tantôt, je pense, là, de l'industrie culturelle. Là, je vais aller vite. École de Francfort, Adorno, etc. Standardisation, il y a une logique de production standardisée. Parce que je sais que tu vas suivre un cours de communication, c'est un petit peu de quoi je parle, puis je ne veux pas non plus juste répéter ce qui a déjà été dit. Une logique de production standardisée qui doit satisfaire des millions de consommateurs. Il n'y a pas de rapport spontané vraiment à l'art. L'objet culturel n'est que produit comme ça. Comme valeur d'échange, comme je disais. Moi, l'idée de pseudo-individualisation de la valeur d'usage, ce que je veux dire par là, c'est de dire en fait que la marchandise culturelle ne sert que de support à la valeur d'échange, ce qui relègue sa valeur d'usage à une expression indifférenciée de l'individualité de la marchandise et du consommateur qui s'identifie en fait à cette marchandise-là. C'est ce que je veux dire par son caractère plutôt individuel. C'est les individus un peu, citant Adorno et Horkheimer, les individus ont cessé d'être eux-mêmes et ne sont plus que les points de rencontre des tendances générales, ce qui permet ensuite de les réintégrer tout entier dans la généralité. C'est un peu ça, en fait, qu'on voit avec le processus de plateformisation. Si je peux revenir un petit peu, je ne sais pas si vous voyez les jeux ici, vous avez Far Cry, un gros jeu avec des millions de dollars en arrière. Et ensuite, vous avez des jeux indépendants, là, dont je sais pas c'est quoi le nom de ça ici, là, Wild the Iron Hut. Bon, qui sont un peu présentés de façon indifférenciée, c'est un peu spontané, c'est comme, voici
à quoi vous aurez droit cette semaine, ce mois-ci, sur votre Xbox Game Pass. Puis, justement, cette idée-là, bon, les qualificatifs de l'indépendance sont souvent mis de l'avant, comme justement l'autonomie créative, la démocratisation, qui servent en fait de justification à la production vidéoludique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que justement la logique totalisante un peu de l'industrie culturelle, en fait, qui a comme but je peux dire comme but, c'est un peu exagéré peut-être de dire qu'elle a un but, mais c'est la logique du capital, hein, c'est l'expression d'une logique du capital, l'industrie culturelle. Dans le fond, elle a tendance à intégrer dans son sein des idées qui, en principe, s'y opposent aussi le jeu ou l'anticapitalisme, on en parlait hier. Voyons donc, c'est qu'un jeu anticapitaliste vaut 100$, ça. Dans quel monde ça se peut, ça n'a pas de logique, mais c'est là où on voit justement le caractère fétichisé de la marchandise culturelle. C'est-à-dire qu'en étant subordonnée aux impératifs du marché, elle révèle l'abstraction que devient la valeur d'usage, alors que son contenu n'est que valeur d'échange, marque de distinction et d'individualisation des marchandises et de leurs consommateurs. Les différents genres des jeux vidéo, souvent on dit il y a quand même le jeu de plateforme, souvent il répondait à des logiques matérielles aussi, de programmation par exemple, ces affaires-là. Effectivement, je ne nie pas, mais aujourd'hui on est rendu un peu à un point où moi, les gens deviennent un peu des joueurs de ce qu'ils veulent jouer, au lieu de jouer avec un peu un rapport plus spontané à la culture. Et puis, c'est ça, tu sais, on a une belle citation aussi d'Adorno, citée dans Magie, Magis. Je ne veux pas l'appeler Magie pour le fun, mais. L'industrie culturelle est née de la tendance qu'a le capital à tout mettre à profit. Elle s'est développée sous le règne de la loi du marché, sous la contrainte de l'adaptation à ses consommateurs. C'est ce qu'on voit avec la plateformisation. Mais c'est renversé, je souligne, elle s'est renversée ensuite pour devenir l'instance qui fixe et renforce la conscience dans chacune de ses formes en vigueur. C'est là où je dis qu'il y a l'espèce de reproduction du fétichisme, c'est que après avoir été, disons, une instance qui devait s'adapter au capital, bien, ensuite, elle devient qu'elle reproduit le fétichisme de la marchandise, justement, en n'ayant pas de valeur d'usage en partie de ces productions culturelles-là. J'ai de l'eau, moi. Jeu au travail. Ça a été souligné beaucoup. Alors, toutes les présentations qu'on a eues, j'allais dire fin de semaine, mais je ne vais pas dire ça. Mais en mode fin de semaine, excusez, j'ai honte à la gaz. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est un peu ce que je disais, c'est que dans les universités, justement, le jeu vidéo, quand il est apparu, c'était disons, de l'extracurriculaire. Les gens restaient après leurs cours, les professeurs restaient après avoir enseigné. Travaillait là-dessus, tu sais, c'était un truc un truc de ouf, un peu, là, tu sais, où il y avait une espèce de frontière liminale entre le travail et le temps libre. Alors que pourtant, un peu comme Gabriel le mentionnait hier, sa présentation sur la luminerie, pour moi, c'est des choses qui sont entièrement antinomiques. Il n'y a rien qui s'oppose plus au travail que le jeu, le loisir, l'oisiveté. J'avais utilisé ça hier, j'ai bien aimé ça. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est un jeu qui commence à ressembler à du travail, qui est du travail en fait. Ici, j'ai des exemples un peu, là, vite le jouer pour créer. C'est que les gens qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui n'ont pas le choix de jouer à des jeux pour apprendre à faire des jeux pour pouvoir en créer d'autres. Le playboard, les modeurs, etc. Des joueurs en fait qui sont traités comme des données aussi. Ça arrive aussi la domestication du travail, surtout sur la scène indépendante. Dans une étude ethnographique, justement, on voyait qu'il y avait une espèce de flottement entre le moment où tu travailles, où tu commences de travailler, puis tu arrêtes de travailler, parce que là, le travail se fait de plus en plus à la maison. J'ai une citation aussi. Là, le jeu vidéo est au jeu ce que le salariat est au travail humain. Le support ampute les gestes, restreint les initiatives, atomise le processus de jeu selon une planification stricte dont l'action humaine n'est qu'un moment. Le jeu devient une activité parcellaire sans égard pour sa finalité concrète, sans égard à sa valeur d'usage, pardon.
le dispositif technologique introduit dans le domaine du jeu tous les méfaits de la division du travail. Et puis, oui. Donc, conclusion vers un fétichisme ludique, là, c'est moi qui essaie de travailler le concept de fétichisme pour le mettre disons, au bout du jour dans le jeu vidéo. Moi, je cite en fait un auteur jamais cité en jeu vidéo, mais qui a relu Huizinga. C'est un traducteur qui en a fait une lecture que je trouve vraiment chouette. C'est un traducteur philosophe qui n'est pas vraiment dans le milieu universitaire, un peu bande à part. Puis lui, en fait, il définit en fait l'essence du jeu comme une réflexivité ou une répétition première, immanente et éprouvée comme telle par les sujets, qui entraîne aussi un rapport bien particulier des joueurs à leur jeu, une forme de subjectivité qui est libre, sans pouvoir de se détacher du jeu. Puis là, je trouve ça intéressant. Puis il y a aussi toute cette idée, en fait, de Witt, qui est de la circularité du jeu. Comment on explique le jeu? Ben, on explique le jeu par le jeu. Il n'y a pas d'autre façon qu'on peut expliquer le jeu que par le jeu. Si on explique à un être humain ou à un extraterrestre c'est quoi le jeu, on peut juste y montrer c'est quoi le jeu. Il y a une espèce d'auto-référentialité constante du jeu. Puis en fait, là, je n'aurai peut-être pas le temps d'en parler, mais le capital a la même logique un peu. Le capital n'a que pour but de se reproduire constamment, de s'auto-valoriser. Je pense que j'avais une citation ici. C'est ça, le capitalisme repose sur la nécessité de produire de la valeur, de la survaleur plutôt que de la richesse matérielle ou encore de la richesse réelle. Le capitalisme vise uniquement à se reproduire comme système, c'est-à-dire à reproduire de manière élargie le rapport social constitué par le travail. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le jeu lui-même devient un travail. Puis c'est là où, en tout cas, je trouve qu'il y a. En fait, on a un jeu qui se joue, la réflexivité du jeu qui se joue, la culture qui se joue, nous dirait DeWitt. Puis on a justement en fait l'espèce d'échange entre la valeur des. Je commence à tout mêler là. Mais en fait, c'est juste de dire que tous les exemples qu'on a vus, je trouve, en fin de semaine, c'est comme les contradictions, on est comme est-ce que c'est possible de critiquer ou pas? Ou est-ce qu'on critique? Mais c'est parce qu'on est toujours un peu dans un rapport toujours inverse. Puis c'est pour ça que moi j'essaie de ramener le concept de marchandise, qu'on puisse questionner ces trucs-là. Si je parle de fétichisme ludique, c'est pour qu'on reconnaisse cette inversion en cours actuellement où l'expérience réelle du jeu ne peut apparaître autrement dans le contexte d'une société où l'activité est médiatisée par la forme valeur, par le travail. J'ai deux exemples. J'ai pas vu ta dernière. Il me reste plus de temps. Non. Non? De réflexion pour des questions peut-être parce que je trouve ça intéressant de les utiliser. C'est ça ici. Vous avez un jeu qui théoriquement est vendu comme un jeu, mais auquel tu ne joues pas, et qui crée de la valeur constamment. Puis à droite, vous avez Fortnite, en fait, c'est le spectacle de Eminem. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un spectacle, mais peut-être que dans 10 ans, les gens vont pouvoir dire « J'ai vu Eminem en spectacle, c'était cool! » Ah oui, c'était où? Ben, c'était sur Fortnite. Vraiment, ça m'a un peu. En tout cas, j'ai regardé un peu des vidéos de réaction à ces événements-là, un peu, puis ça me fait un peu. Ça. Ouais, c'est vrai. Puis en fait, bref là, c'était juste pour montrer un peu justement ces exemples-là entre la nuance entre le travail, pas la nuance, mais justement bref. Là, la question à faire, c'est comment déjouer le jeu, hein, comment jouer moins. Ouais, c'est ça, entendu un ouais, merci. Puis en fait, j'ai mis une définition du Larousse. Faire échouer quelque chose, l'empêcher de réaliser, contrecarrer. Ouais, ça me semble assez super. Tu m'attends à avoir des questions, là. Ah, bien, tu poses des. Oui. Est-ce qu'il faut que je me déplace? Je peux rester là? Ça dépend. Si tu veux jouer, tu peux jouer. Moi, ça me fait peur, par exemple. C'est une question très sympa. Non, en fait, j'ai été étonné de plus voir le concept de marchandise idéale. Il a disparu un petit peu. Parce qu'en fait, je suis content que tu l'enlèves, mais en même temps, ça va te poser des problèmes théoriques.
Parce que la marchandise idéale, ça te permet de réfléchir à la marchandise d'un point de vue post-sportif, d'un point de vue de capitalisme cognitif. Tu as voulu revenir un peu plus à la valeur critique, à la critique de la valeur, ce qui permet en même temps de te dégager des apories du capitalisme cognitif qui a complètement délaissé en fait la critique de la valeur. Mais en même temps, tu retournes à la question de la plateforme, qui, disons que la valeur critique, elle n'est pas forcément très équipée pour penser justement le devenir marchandise des joueurs, des joueuses qui sont réduits à des données, captation d'attention sur des entreprises, des conglomérats à la cyberpunk, un petit peu le contrôle total de l'attention des gens. Et je me demande jusqu'à quel point tu n'aurais pas intérêt à revenir quand même au concept de marchandise idéale, en corrigeant un petit peu le problème lié à cette posture épistémologique, pour penser justement à la plateformisation du jeu vidéo. C'est ça ma question. T'as une question, en fait, je l'ai enlevé genre ce matin. Enlevé Non, pour de vrai, c'est parce que je sais que j'en ai parlé souvent. Puis je me suis dit que si j'allais aller là-dedans, j'aurais juste eu trop de compte. C'est vraiment, ça fait encore partie de ma réflexion. C'est pas disparu. C'était vraiment plus un enjeu de présentation aujourd'hui. Mais tu vas encore le retrouver dans mes travaux. Ça peut te rassurer. J'ai une question pour toi. Merci pour la présentation, très enthousiaste. Je suis fatiguée. J'ai jamais suivi le séminaire en communication, donc je connais plus ou moins la question, les questions de l'industrie culturelle en profondeur, mais il me semble qu'un des principes de l'industrie culturelle, c'est que ça a une nature semi-publique. Donc, contrairement à d'autres types de produits ou de marchandises, justement, on peut, en principe, partager les livres, la musique, les jeux de plusieurs manières. Il y a comme, bref. Mais pour contrecarrer ça, les industries culturelles ont tendance à rendre leurs produits comme étant des services. Comme par exemple, justement, les films en ce moment avec les plateformes de distribution, Netflix et compagnie, rendent ça c'est plus un produit que tu achètes ou que tu loues, mais c'est un service de streaming. Puis le jeu vidéo s'en va vers ça aussi, entre autres avec le Game Pass, avec justement ce type de plateforme-là. Donc, je me demande, est-ce que ton concept de marchandisation, comment ça dialogue avec ça, cette tendance-là, puis justement, comment est-ce qu'on peut déjouer ça pour rebondir sur ta dernière question? OK. Donc, si je comprends bien, il y a comme deux aspects à ta question. La première, c'est pourquoi utiliser l'industrie culturelle comme concept? Parce que je pense que c'est essentiel, en fait, à la concept. Mais comment est-ce que la marchandisation ou le concept de marchandisation vient dialoguer avec cette réponse-là de l'industrie culturelle à sa nature semi-publique, puis au fait que, justement, le produit devient un service ou s'en va vers un service? Est-ce que ça reste quand même la marchandisation? Je pense que c'est un peu la question. Au final, c'est un peu ce que Fabien me disait, justement. C'était justement le fait que le concept de marchandise est intéressant pour le penser, puis justement, penser le fétichisme de la marchandise. Mais c'est sûr que là, arrivé à aujourd'hui, où justement, c'est des services qui sont produits auxquels on est. Justement, les marchandises deviennent des produits, puis c'est là que ça devient peut-être un peu plus difficile. Là, peut-être, c'est justement l'idée de la marchandise idéale, justement, mais cette idée-là de fermeture, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire, justement, du bien qu'on consomme. C'est là aussi, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on devient comme disons, consommateur, un peu des réceptacles, un peu du flux incessant des marchandises qu'on consomme. Mais en fait, on les a même pas. Fait on peut oublier, par exemple, un film ou une série qu'on a écouté sur Netflix, qui a disparu aussi. C'est qu'on est toujours dans un rapport présent où, justement, je pense qu'on... Comment dire? Ouais, au final, il ne reste que la valeur d'échange de dire j'ai consommé cette série-là, je l'ai dévorée, j'ai consommé une série. Moi, il y a une citation, vous m'arrêterez si je vais trop loin, mais il y a une citation en fait dans une publicité de Radio-Canadienne où on dit peut-être que consommer de la culture, ça va sauver le monde. Ouais, c'est ça là. C'est consommer de la culture, puis là on est rendu là, c'est on l'achète même plus, on est abonné à ça, on le reçoit, puis c'est comme ensuite, next, prochaine affaire, tu sais. Fait que
c'est là où je pense que justement l'idée de la marchandise idéale est intéressante parce qu'il y a ce côté-là qu'on a évoqué, de l'ouverture puis de la fermeture, hein, enclosure ou pas. Puis là, où est-ce qu'on voit la plateformisation, c'est le enclosure plus. Tu sais, c'est le processus où les gens, vous et moi, on peut plus pirater. Parce que c'est rendu, j'imagine, plus difficile de pirater des séries. Peut-être pas, là. Je suis peut-être pas bon non plus. Là. C'est moi qui est pas bon. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a un micro qui m'écoute ici. Mais Bon citoyen aussi. ouais, c'est Ça le crée beaucoup. non, mais c'est vrai, tu sais. Puis bref, j'en allais avec ça. Mais en même temps, ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir en créer sur ces plateformes-là aussi. Fait que je pense que c'est peut-être là que cette dimension-là, justement, semi-publique. Je sais que, ouais. Mais pas question, non, moins familière avec le concept de marchandisation. Donc ça a éclairé la chose. Merci. On a beaucoup de questions. Aïe. J'ai pas goûté des. Ouais. Moi, c'était pas tant une question que une remarque sur la toute dernière slide. Il y avait Adventure Capitalist. Je voulais juste noter qu'ils ont aussi sorti un jeu, c'est Adventure Communist, ouais. Et là, je vais juste reboucler sur les discussions qu'il y avait également hier aussi, c'est comment on fait un jeu communiste, parce que le Adventure communiste, au final, c'est exactement le même jeu que le capitalisme, et qui consiste juste à créer de la valeur. Donc, c'est plus de l'argent, je crois, c'est des patates. Ouais, c'est des patates. Du progrès scientifique aussi. Ouais. Et en fait, même en termes de gameplay, comment on irait faire un jeu autre que capitaliste, sachant que les systèmes de score sont quand même très proches des systèmes d'argent, etc. L'argent est un outil extrêmement intéressant juste en termes de game design. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, mais disons que je comprends. Moi, je m'inscris un peu justement dans une posture peut-être, comment dire, j'essaie de réfléchir l'idée pas d'arrêter de jouer, mais c'est un peu. D'ailleurs, je veux pas dire non plus que j'aime pas les jeux vidéo puis le fait de jouer, mais la forme que ça prend aujourd'hui m'embête un peu, me fait même dire que j'ai de la misère à apprécier un jeu à sa juste valeur, parce qu'on dirait que je suis pas capable de voir juste des façons de valoriser constamment mon temps. Mais comment faire? Moi, je pense que c'est des jeux qui s'épuisent dans l'acte de jouer. Des jeux auxquels, tu sais, j'ai mis un truc ici, un festival de la rejouabilité infinie. Pour moi, ça devrait. Ben, ça devrait pas exister. Ouais, je vais dire ça de façon normative. Je pense pas que ça devrait jouer. Ben non, mais c'est ça, mais je sais aussi que j'ai genre plusieurs centaines d'heures à certains jeux. Fait que, tu sais, bon. Mais tu sais, en même temps, c'est ça aussi, c'est qu'on est aussi les sujets de ce moment-là où on veut aussi avoir le retour sur l'investissement. Les jeux coûtent de plus en plus cher. Évidemment qu'on veut avoir des jeux auxquels on va pouvoir jouer longtemps, tu sais. C'est dur de séparer, disons, ces deux moments-là de la production et de la consommation. En tout cas, d'après moi, les différencier parce qu'on est un peu dans ce moment-là. Moi, ce que je dirais, ce serait un jeu qui s'épuise littéralement dans l'acte de jouer, c'est-à-dire que tu finis une fois, puis si tu veux y rejouer, soit tu es courageux, ou soit tu découvres peut-être d'une autre façon, tu découvres, tu sais, on parlait de Cruelty Squad, c'est un des jeux justement que moi, il m'intéresse vraiment beaucoup, justement, parce que j'ai pas fini le jeu, là. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un jeu qui s'épuise dans sa finalité, là, le truc là, de Dieu, je sais pas. J'avais lu un peu là-dessus, là, ça avait l'air compliqué, là, mais bref, qui s'épuise un peu justement dans cette idée-là de il faut un jour arrêter. Oui, excusez-moi. Je prends une dernière question que j'ai vue qu'il y avait beaucoup de questions et que personne n'avait pas pu parler, je vais vous donner la parole. Une dernière question? Il y a quelque chose qui n'est pas parlé. Non, en fait. Je repartir, donc je te laisse la parole. Question courte, réponse courte. Oui, excuse. Oui, je m'excuse. Oui, je m'excuse. Tu as parlé du fétichisme. Là, je me demandais si dans peut-être la recherche plus globale et non juste parce que je sais que les présentations est toujours contrainte par les sélections du
Est-ce que tu parles un petit peu de la question du hardware, qui est vraiment une partie, je pense, importante du speech dans le sens où on exclut beaucoup toutes les personnes exploitées à travers le monde qui produisent, soit dans les mines, ou les matériaux qu'on a besoin, qui produisent des matériaux, que ce soit les claviers, toutes les façons ça se base sur l'exploitation, puis ça, le Zigo le fait vraiment. Les industries ont toutes intérêt à nous faire oublier ce côté-là de l'exploitation. Oui. Oui, j'en parle beaucoup parce que souvent, c'est ça. Je m'explique quand même, je veux pas dans une critique justement techno-capitaliste. Fait que oui, évidemment, que le fétichisme veut nous faire oublier toutes ces affaires-là. Puis j'ai l'impression que plus il y a d'intermédiaires dans la création, c'est-à-dire que justement, le fait que tout le monde peut en créer, ben, on oublie justement le fait que derrière, le fait que nous, on peut créer sur n'importe quelle plateforme. Là, ben, on parlait hier de gens qui créaient sur Slide ou sur d'autres plateformes. Puis, être clair aussi, je ne crée pas les gens qui créent des jeux là-dessus, là, c'est pas ça du tout. Mais j'ai l'impression que ça a tendance à nous faire oublier justement qu'il y a encore une chaîne de monde en arrière de ça. Parce que là, on se dit, ah, mais on a démocratisé la production. Ben non, encore en dessous, il y a une production encore horrible qui ressemble à de l'esclavagisme en arrière. Ça plie complètement. Ah, merci beaucoup, Fred. Donc, on a fait la première présentation de ce colloque. Donc, petit mot de la fin assez rapide. On tenait à remercier les associations, les organismes qui ont permis à ce colloque d'exister financièrement. On remercie aussi les coups de main de dernière minute. On remercie aussi la technique pour le travail formidable et la gestion et du tout en direct et l'enregistrement. On remercie aussi la personne qui a fait le graphisme pour ce colloque, pour les publications en ligne. On remercie aussi le public, vous, et aussi le public en ligne pour votre présence. Également, on remercie énormément les intervenants et intervenantes des tables rondes et des conférences d'avoir participé. C'est ça aussi. Merci au comité scientifique aussi. Merci d'avoir participé à ça, à cette aventure. Alors maintenant, on a un buffet qui vous attend dans la pièce à côté. Aussi à 20h, on a réservé le pub L'Île Noire. Pour ça, on va terminer de manière festive le colloque. Aussi, on a été ravis d'avoir eu beaucoup de perspectives différentes durant ce colloque, du syndicalisme, perspective esthétique, philosophique, qui a permis d'avoir quelque chose d'assez riche. Donc, on est très contents d'avoir eu ces perspectives-là. Et qu'on a essayé aussi, on a cherché de faire quelque chose qui ne soit pas seulement sur la thématique du capitalisme, qui soit aussi donc sur les pratiques